L'intelligence artificielle, ou IA pour employer le terme technique, est au cœur de tous les développements technologiques de l'heure. On dit même qu'elle est la quatrième révolution industrielle. Quel changement peut-elle induire dans les secteurs de l'économie et des sciences? Fatim Cissé, bonjour. Bonjour Denise. Vous êtes la première africaine à avoir obtenu un diplôme en intelligence artificielle aux États-Unis. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Et à quoi L'intelligence, sert-elle? oui, c'est un terme générique utilisé pour définir un certain nombre de techniques qui permettent à la machine de simuler l'intelligence humaine. Il y a pas mal de nouveaux développements dans ce domaine-là qui permettent notamment à des programmes informatiques de réaliser des tâches qui avant n'étaient pas possibles, comme la reconnaissance de la voix, la reconnaissance des formes, la résolution de problèmes et surtout, les machines sont maintenant capables d'apprendre par elles-mêmes. Donc, il y a diverses applications dans tous les secteurs d'activité, notamment dans la médecine, où maintenant des appareils dotés d'intelligence artificielle peuvent faire la lecture des radiographies mieux que les médecins, ou même dans l'éducation, où maintenant les machines sont capables d'interagir avec l'étudiant et de lui proposer des systèmes beaucoup plus personnalisés, comme dans des programmes comme celui dont je fais la promotion actuellement. Alors, on dit que c'est la quatrième révolution industrielle. Qu'est-ce qu'elle va changer réellement? Tout. La réponse courte, c'est de dire tout. On parle de révolution parce qu'à l'instar de l'invention de l'électricité ou de la machine à vapeur, l'intelligence artificielle ne va pas seulement avoir un impact sur les nouvelles technologies ou sur l'économie, mais on se rend compte dans le monde que tous les systèmes sont impactés, à la fois politiques, sociaux et économiques. Donc c'est une véritable révolution qui va vraiment toucher à toutes les couches, tous les pays et n'épargner aucune économie. Alors, tout à l'heure, quand vous le décriviez, les capacités de l'intelligence artificielle, on a le sentiment qu'elle va supplanter l'intelligence humaine. Quelle est encore la marge de manœuvre qu'on va avoir? La manière dont moi je l'aborde, c'est de dire que ça va être des outils qui vont venir nous aider à prendre de meilleures décisions ou à être beaucoup plus performants. Donc je pense que la question du remplacement de l'humain n'est pas encore d'actualité, mais ça va vraiment permettre d'améliorer la performance de nos économies, d'accélérer notre développement en améliorant notre quotidien. Alors, on doit espérer un saut qualitatif? Dans plusieurs domaines, notamment, comme je l'ai mentionné, la santé, l'éducation et même tous les autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, qui pourraient vraiment connaître des sauts qualitatifs et des grandes augmentations de productivité, comme on le voit dans certains pays dans le monde. La Chine, qui aujourd'hui est en passe de devenir la plus grande puissance mondiale parce qu'ils ont su intégrer ces nouvelles technologies-là à toutes les couches et à tous les secteurs de leur économie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter au continent africain? Je pense que notre continent a beaucoup de problèmes et cela regorge donc beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, l'Africain a quand même des problèmes assez, je dirais, très pratiques en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à un emploi décent, en termes d'égalité, même de chance sur le monde du travail avec ces personnes-là qui ont eu des systèmes éducatifs beaucoup plus performants. Donc pour moi, l'Afrique a beaucoup à gagner à l'inclusion de ces nouvelles technologies-là. Pour accélérer, comme je l'ai dit, notre croissance, mais aussi pour améliorer notre quotidien en termes d'emploi décent, d'accès à des systèmes de santé beaucoup plus performants et à une éducation de qualité pour nos enfants. Alors, maîtriser l'intelligence artificielle, d'abord, au préalable, il faut être formé. Peut-être pas aussi bien que vous, mais il faut l'être quand même. Est-ce qu'on a pensé à ça? Il y a pas mal d'initiatives qui sont mises, qui font aujourd'hui des formations de codeurs ou qui préparent certains jeunes à ces emplois-là de demain. Mais je pense que le vrai challenge, comme on va dire, au niveau de l'éducation, ça sera vraiment d'ouvrir l'esprit à nos étudiants parce que la formation technique, on s'en rend bien compte, n'est pas suffisante parce que les machines, effectivement, sont capables souvent de faire mieux et de faire plus rapidement. Ce qu'il faut qu'on apprenne à nos étudiants désormais, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir miser sur leurs aptitudes
individuels qui ne pourront pas être supplantés par la machine demain. Donc ça passe par le développement de leurs facultés cognitives, de leur esprit critique et de ce qui fait de nous des humains en résumé. Alors, l'intelligence artificielle pose quand même tout de même des questions d'éthique, hein. On pense notamment au secteur de la reconnaissance faciale, et vous parliez de la Chine. Justement, en Chine, ça soulève quelques critiques, puisque on voit qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, des citoyens lambda dans la rue peuvent être fichés et classés. C'est un risque quand même. C'est un risque pour les libertés individuelles. Effectivement. La réglementation est toujours un peu, on va dire, en retard par rapport au secteur privé. Donc, effectivement, on est exposé à ce que certains acteurs mal intentionnés puissent utiliser ces technologies-là à des desseins, pour leurs desseins personnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut légiférer, peut-être? Exactement. Il faut anticiper de la meilleure manière possible et surtout réglementer cette activité-là en fonction des usages que l'on souhaite donner à cette technologie-là. D'où l'urgence de comprendre quels sont les enjeux et surtout d'anticiper, de pouvoir encadrer les efforts. Alors, revenons un peu à l'Afrique, dans un continent où aujourd'hui le taux de connectivité est faible, hein, malgré le potentiel, à cause du manque d'infrastructures, mais également en raison du coût de la data. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire cette fracture numérique? La connectivité, effectivement, est un gros préalable à la vulgarisation de ces technologies-là et à la démocratisation même de l'accès à ces nouvelles technologies-là. Effectivement, le coût reste un grand frein. Aujourd'hui, tout ce qui est infrastructure est dans la plupart des cas aux mains d'opérateurs de téléphonie qui ne sont, dans bien des cas, pas nationaux ou pas locaux. Donc, ce sont de grands groupes internationaux. Exactement, qui ont peut-être des desseins ou des objectifs individuels qui ne vont pas forcément dans l'intérêt. Donc pour moi, à l'instar de l'électricité, est-ce qu'on veut qu'une ressource aussi importante et critique pour nos économies reste aux mains d'opérateurs privés étrangers? Selon moi, non. Selon moi, il y va de la souveraineté nationale et il devient important pour nos États de mettre leurs priorités au bon endroit. Et on comprend que les moyens sont là. Maintenant, il s'agit d'avoir la volonté et surtout de se donner les moyens et de comprendre l'urgence et l'importance de ces infrastructures de télécommunications là, sur nos économies. Alors, vous dirigez une structure qui offre des prestations dans une dizaine de pays. Est-ce que l'enjeu justement du numérique est pris en compte par les différents gouvernements que vous rencontrez? Les gouvernements sont réceptifs, mais sur la question, moi je pense qu'il va revenir au secteur privé de prendre en main l'innovation, de la piloter. Et après, je pense que le gouvernement saura nous encadrer. Pas mal d'efforts sont faits dans tous les pays que je visite, mais quand on voit par exemple aux États-Unis, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, ne sont pas la priorité ou la propriété du gouvernement américain. Donc le secteur privé sur cette question-là, à mon avis, peut anticiper, peut prendre les devants pour la suite, après, être encadré par le gouvernement. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit aussi que la jeunesse africaine est créative, parce qu'il y a de plus en plus d'innovateurs qui lancent des applications qui profitent justement à différents secteurs, notamment celui de la santé, mais aussi de celui de l'agriculture dont vous parliez. Alors, comment mieux encadrer ces jeunes innovateurs? Parce qu'on voit bien qu'ils sont tout seuls, personne ne les encadre, personne ne les suit. Pas mal de pays ont fait de grandes avancées, notamment le Maroc avec ce Startup Act qui permet d'avoir des conditions favorables pour les propriétaires de start-up. Je pense que la prise de conscience commence à se faire. L'encadrement des start-up est une priorité de nos gouvernements. Il faut continuer dans ce sens-là, encourager ces jeunes, effectivement, qui sont impressionnants de créativité et surtout qui connaissent les problèmes de leur population et qui sont mieux à même de pouvoir créer, développer des solutions qui y répondent. Alors, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, quel regard vous portez sur l'innovation en Côte d'Ivoire? C'est un secteur qui est d'un dynamisme, comme je l'ai dit, qui est vraiment impressionnant. À l'année longue, je suis approchée par des jeunes gens et jeunes femmes qui ont des idées qui pourraient révolutionner le pays.
qui ont juste besoin, je pense, d'avoir des interlocuteurs qui croient en eux et qui savent surtout minimiser les risques d'échec et pouvoir lever certains blocages en leur ouvrant Puis il faut un des portes. accompagnement financier surtout. L'accompagnement financier n'est pas la priorité parce que quand on a une idée qui permet de faire des sauts ou qui permet de répondre à un besoin des consommateurs, le financement est facile à trouver. Ce qui manque souvent, c'est d'avoir cette audace-là, déjà de voir grand et de trouver les bons interlocuteurs. Donc c'est quelque chose qui devra être regardé de manière plus précise dans les années à venir, mais qui commence à changer. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe du jour au lendemain des ressources humaines à l'intelligence artificielle? Je découvre l'intelligence artificielle lorsque j'essaie de faire les ressources humaines différemment. Je cherche des programmes performants qui vont pouvoir répondre et lever certains biais que je constatais au quotidien, c'est-à-dire assez d'objectivité. Je cherchais à maximiser l'utilisation des compétences des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc je découvre ce que c'est que l'intelligence artificielle qui peut me permettre de manière objective à avoir une meilleure vision des profils de mes collaborateurs et surtout de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer à la vision de l'entreprise. Et plus je découvre ce que c'est, et plus je me rends compte de l'envergure de cette nouvelle technologie-là et du fait que ça aura un impact sur tous les domaines d'activité et surtout sur l'Afrique. Si on ne prend pas les mesures qui s'imposent maintenant, on s'expose à des grands risques. Donc je me suis donc sentie investie, on va dire, de la mission de pouvoir intégrer et inscrire l'Afrique et surtout mon pays dans cette nouvelle révolution-là. Et quel est votre plus beau succès? Je suis assez critique envers moi-même et je pense que l'envergure du défi qui est face à moi me laisse encore ne pas parler vraiment de succès. On a pas mal de jalons. Il y en a certains qu'on a pu lever, c'est-à-dire avoir la collaboration de grands groupes sur certaines de nos plateformes. Mais je pense qu'il faut attendre, je pense, de voir concrètement une fois que l'intelligence artificielle sera pleinement intégrée à l'économie pour parler vraiment de succès. Donc le chemin est encore long. Donc il y en a des accomplissements, mais pas encore le succès. Non. Fazim Cissé, merci. Merci beaucoup, Denise.